Donc, merci à tous d'être présents ce matin pour ce webinaire consacré à un dispositif qui est un dispositif nouveau en matière de recherche et d'innovation dans le cadre du programme de financement Horizon Europe, qui est le dispositif Mission Ville. Donc simplement pour rapide rappel introductif, donc ce webinaire, il vous est présenté par le réseau FAMN, French Automotive and Mobility Network, donc réseau que j'ai la chance de représenter à Bruxelles au niveau européen, et qui, pour rappel, est l'organisation chapeau de la filière automobile et mobilité, donc qui rassemble les 5 organisations que vous voyez en haut, dont vous voyez les logos en haut de l'écran, donc la PFA évidemment, et les 4 pôles de compétitivité automobile et mobilité. Donc un ensemble d'organisations qui représentent les membres de la filière, en l'occurrence vous, auprès des décideurs européens, et ce, tant sur le volet recherche et innovation que sur le volet réglementaire. Donc l'objectif aujourd'hui, ça sera de vous apporter, comme je l'ai dit, un éclairage sur les tenants et aboutissants du dispositif Mission Ville, avec d'une part, un retour d'expérience, à la lumière des présentations de nos 2 intervenants du jour, donc en l'occurrence, Robin Edme du CEREMA et Guillaume Chanson de la métropole de Nantes. Un retour d'expérience, de ce qui a été fait à ce stade, globalement lors de la phase amont de la mise en œuvre de cette mission ville. Et dans un troisième temps, j'aurai l'opportunité de vous détailler un peu plus les opportunités en cours et à venir émanant de cette mission ville. Donc je ne reviens pas sur les modalités de déroulement du webinaire, évidemment. Je pense on est tous désormais bien rodés à l'exercice. Simplement, en guise de cadrage introductif, je rappelle rapidement ce qu'est une mission Horizon Europe. Donc concrètement, le concept de mission dans Horizon Europe, c'est l'idée de créer un outil transversal et intersectoriel de soutien à la recherche et à l'innovation qui concrètement ne soit pas consacré à un secteur d'activité en particulier et spécifique, mais qui, partant de la base d'un grand défi sociétal identifié, fasse émerger des solutions et des réponses concrètes en couvrant un maximum de dimensions. Donc, en ce sens, on a 5 grands domaines de mission qui ont été identifiés. Vous les voyez à l'écran. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment celui sur les villes, donc qui s'intitule Ville climatiquement neutre et intelligente. Et l'objectif, c'est d'atteindre 100 villes climatiquement neutres et intelligentes. Donc voilà, c'est tout de mon côté pour la partie de cadrage. Donc je peux laisser directement la main au premier intervenant, qui est Robin Edme du CEREMA. Donc Robin, si tu as la possibilité de diffuser tes slides, je te laisse la main. Si jamais tu n'y arrives pas, je peux m'en charger. Alors, écoute, bonjour. D'abord, merci pour cette introduction qui est pile poil. Moi, je suis absolument ravi de faire cette présentation et de partager un certain nombre de choses avec vous. Donc, la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, puisque Mathieu vous a dit un petit peu ce qu'était une mission. Simplement, vous aurez le détail dans les slides. J'ai mis le montant du budget. Il y a à peu près 360 millions pour les villes intelligentes et climatiquement neutres. Ce qui est important, c'est que le nom de la mission s'appelle 100 villes climatiquement neutres, enfin intelligentes et climatiquement neutres d'ici 2030, pardon, par et pour les citoyens. En fait, c'est une des caractéristiques du nouveau programme Horizon Europe, c'est que
il y a plusieurs éléments qui ont été renforcés par rapport à H2020. C'est notamment le fait que dans les programmes de recherche qui seront financés, il sera nécessaire de montrer en quoi il y a une implication forte dans ces programmes de recherche des citoyens. Et donc, j'insiste un petit peu là-dessus. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de pouvoir démontrer un impact effectif des résultats concrets par rapport aux objectifs de transformation, on va dire climatique ou environnementale, qui président un petit peu à la mission. Et troisième chose, c'est que le type de solutions qu'on présente soient des solutions qui soient aisément duplicables, réplicables au travers de démonstrateurs, ce genre de choses. Autrement dit, la partie recherche et innovation, on est plutôt sur un terrain relativement élevé dans le cadre des appels à projets qui sont déjà lancés dans le cadre des missions ou qui vont être lancés par la suite. Alors, donc, c'est une des 5 missions et grosso modo, il y aura 1 milliard par mission sur la période 2021-2027. Suivante, s'il te plaît. Donc, pour parler de la mission ville plus précisément, la mission ville est celle qui est la plus avancée parmi les 5 missions, au point qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en novembre 2021 pour se clore le 31 janvier dernier. 377 villes ont répondu à l'AMI et il semblerait, mais je n'arrive pas à voir le nom des candidats français, candidates françaises, il semblerait qu'il y ait une vingtaine, plutôt une vingtaine plus, de villes françaises candidates. J'en ai cité quelques-unes sur ce schéma. Il y a bien évidemment les grosses villes. En fait, ce n'est pas la communauté d'Aix-Marseille-Provence, c'est la ville de Marseille, la ville de Lyon. Ouais, vous avez les noms là, Grenoble, Lille, Strasbourg, Toulouse, enfin voilà. On attend une confirmation, même si on est relativement bien inséré dans le dispositif, c'est assez compliqué d'avoir les informations. Alors, donc c'est clos, il y aura la sélection des villes participantes. Alors, à mon avis, c'est plutôt fin mars, début avril, pour le choix des 100 villes, voire 100 villes plus, compte tenu du nombre de villes candidates, courant juin, fin juin 2022, on saura finalement quelles seront les villes candidates, ou en tout cas les premières villes candidates. Il y en aura peut-être plus que 100. Là aussi, c'est assez compliqué d'avoir les informations précises. Alors, prochaine diapo, s'il te plaît. Je vais faire un petit peu de pub, entre guillemets, pour le CRMA. Ne m'en voulez pas, mais simplement, comme on travaille relativement étroitement avec notamment Cara, mais on est aussi à votre disposition pour faire jouer les synergies en matière d'information. Donc, il a fallu à peu près 6 à 9 mois pour que, si c'était plutôt un an, pour être complètement dans le dispositif, j'ai envie de dire complet, que je vais appeler du nom du partenariat qui a succédé à la GPI Urban Europe. Donc, j'appelle ça Driving Urban Transition, mais ça représente un petit peu tout l'enjeu qui tourne autour des villes. Vous le savez peut-être, la France a mis en place un groupe miroir Driving Urban Transition et Mission Ville. Pourquoi? Simplement pour qu'il y ait plus de synergie entre les appels à projets nationaux et les appels à projets européens, et pour renforcer la place des entreprises et des organisations françaises dans l'obtention des appels à projets européens. C'est co-monté par le ministère de la Recherche, le ministère de la Transition écologique. Et ensuite, nous sommes au sein de 2 réseaux. Le premier, on est dans le consortium Net Zero Cities qui va venir en appui de la mission ville. Alors, ça a été un travail très compliqué à gérer. Vous verrez, il y a beaucoup de partenaires et le fait d'y être, c'est pas tant pour des questions budgétaires pour nous que pour des questions de visibilité. Si jamais vous allez sur le site de Net Zero Cities, donc il doit être netzerocities.eu, le charme de l'ordre alphabétique fait que nous apparaissons comme le 4e partenaire qui est présenté. Donc c'est plutôt, je dirais, intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on est partenaire associé du partenariat
cofinancé de Driving Urban Transitions. Et puis, nous sommes également impliqués depuis maintenant un certain temps dans SECAM, que vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous expliquer quel est l'acronyme, compte tenu de ce que vous représentez, et puis dans Waterborne, qui est tout ce qui tourne autour du maritime et du fluvial. Donc, ça peut avoir un sens dans le cadre des villes intelligentes et climatiquement neutres, si ces villes sont portuaires. J'ai mis également le fait que nous sommes très impliqués dans le label VDI, Ville durable et innovante, en partenariat donc avec Efficacity. Donc, encore une fois, si je mets ça, ce n'est pas simplement pour faire de la pub pour Cerma, c'est de montrer que finalement, toutes ces initiatives se renforcent l'une l'autre et que par un travail qui a été assez constant, finalement, on a pu être au cœur du dispositif et aujourd'hui, c'est très compliqué à animer, à tel point que je vais me renforcer avec une stagiaire, tellement il y a de choses qui se passent dans ce domaine-là. La prochaine, s'il te plaît. Alors, le consortium Net Zero Cities, ça sert à quoi? Et en fait, ça a été conçu comme une plateforme, comme les anglo-saxons l'appellent, le one-stop shop, guichet unique pour les villes européennes, avec 3 niveaux de prestations. Donc, le type de one-stop shop ou de produit ou service sur l'étagère, ça couvre l'ensemble des domaines couverts par cette transition urbaine et ces villes climatiquement neutres, et bien évidemment la mobilité, mais ça concerne également tout ce qui tourne autour des solutions fondées sur la nature, avec les initiatives de type point de fraîcheur, performance énergétique, circuit de l'eau, gestion des déchets, et bien évidemment la mobilité. Et c'est pour ça qu'il est aussi important qu'il y ait des liens qui soient faits avec SECAM, puisque, comme tu le rappelais, la mission a vocation de fédérer en quelque sorte toutes les initiatives sur leur domaine de compétences. À tel point d'ailleurs que les appels à projets qui devaient être lancés dans le cadre du cluster 5 d'Horizon Europe, sur tout ce qui tourne sur la transition urbaine, ont été à ce stade récupérés dans le cadre de la mission. Alors, c'est 33 partenaires, 13 pays, sous la coordination d'une organisation qui est l'EIT, le Climate Kick, qui est une organisation financée par la Commission européenne, mais comme elle est de moins en moins, comme les KIC sont de moins en moins financés par la Commission européenne, ils cherchent d'autres moyens, d'autres relais de financement, et le fait de répondre à des appels à projets de très grande ampleur fait partie de cette stratégie. C'est un peu particulier comme logique parce que, bien évidemment, ces KIC sont au cœur du dispositif de la réflexion sur la recherche et l'innovation. Donc, ils ont un coup d'avance très clairement par rapport aux autres, je dirais, associations de nature plus privée. Et donc, on a pu être embarqué dans le cadre de ce consortium et ils seront vraisemblablement sur d'autres qui pourraient concerner également la mobilité. Il y a 3 types de niveaux de prestations. Un catalogue de produits et services sur l'étagère, comme on dit, au travers d'un Knowledge Spot Repository, donc une forme de bibliothèque, source centralisant tout type de ressources, ce soit des démonstrateurs, des newsletters, des choses comme ça, des informations de nature technique sur un projet. Un deuxième niveau d'intervention qui vont être pour les villes qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'AMI, mais pas que. Il ne faut pas nécessairement avoir été sélectionné par l'Europe dans le cadre des 100 villes climatiquement neutres pour bénéficier de ce niveau de service. Ce qu'il faut, c'est que s'il y a une ville qui veut signer un Climate City Contract, qui est un accord plutôt de nature politique, signé par les autorités, le maire en particulier de la ville ou de la communauté de communes, ou le président de la communauté de communes, ou de la collectivité territoriale dont on parle, il y aura donc une approche plus spécialisée, la vocation plus ciblée sur les besoins de la ville sélectionnée qui veut mettre en place ce contrat climatique ville. Pourquoi c'est un service plus personnalisé? L'idée étant de pouvoir dupliquer les expériences dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Twin,
donc le jumelage, l'idée étant d'accélérer les expériences qui permettent d'aller au plus tard horizon 2030 vers une ville climatiquement neutre. Et puis, pour les villes qui feront partie des 100 villes lauréates ou plus, il y aura des services aussi spécifiques. Là encore, les choses sont en train de se caler. Ce n'est pas toujours très clair. Je ne serai pas toujours en mesure de répondre à vos questions, mais j'essaierai de le faire au mieux. La prochaine, s'il te plaît. Donc enfin, aujourd'hui, je me suis dit que c'était intéressant de vous le signaler, mais peut-être que vous le savez déjà tous. Il y a donc des 4 appels à projets thématiques qui ont été ouverts dans le cadre de la mission, dont 3 sont ouverts jusqu'au 26 avril, ce qui est un peu court si on ne s'y est pas pris déjà, et un dernier sur la mobilité jusqu'au 6 septembre. J'ai mis les références ici, et il faut que vous sachiez que les France-Ville Durable, le Pinville, et donc 4-5 associations relatives à la transition urbaine en France ont mis en place 3 séminaires pour parler et présenter ces différents appels à projets. L'un, c'est aujourd'hui de 16h à 17h30 pour tout ce qui tourne autour du district à énergie positive, qui est d'ailleurs accessoirement un des piliers du partenariat DUT. C'est demain de 11h à 12h30. Et enfin, pour les 2 derniers, c'est le 28 février, vendredi, de 14 à 16h. Et j'ai mis le titre. Alors, si vous voulez vous inscrire à ces séminaires, j'ai mis le lien. Peut-être qu'éventuellement, est-ce que tu peux le mettre dans le chat, Mathieu? Donc voilà, et je terminerai par la présentation ultra succincte, donc diapositive suivante s'il te plaît Mathieu, sur les groupes de travail dans lesquels on est impliqué. Donc j'ai présenté les 2 principaux, WP7 qui est, c'est un peu les produits, le type de service de financement qui sont à disposition, type de financement public et ou privé, de type fonds d'infrastructure par exemple, qui permettrait aux villes d'atteindre l'ambition d'être intelligentes et climatiquement neutres. Et puis le WP10 qui est, je dirais, le groupe de travail où l'expertise du CERMA peut s'appliquer le plus largement. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai mis ça. Encore une fois, c'est pour que vous compreniez dans quel type de secteur on est impliqué. Et si vous voulez prendre contact avec nous, si vous voulez monter un consortium, alors on ne sera pas, nous, capables de mener quelque chose pour les appels à projets qui se clôturent le 26 avril. En revanche, pour celui qui se clôture le 6 septembre, on serait ravis de pouvoir unir nos forces avec ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'y lancer. Voilà, Mathieu, j'ai été un peu dépassé, pardonne-moi. Merci beaucoup, Robin. C'était parfait, c'était très clair. De mon côté, j'arrête le partage d'écran. Guillaume, si ça vous convient, je vous laisse la main pour poursuivre avec votre présentation. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très Au niveau bien. du son, c'est parfait. Alors, je vais partager. Juste avant, j'en profite pour dire que c'est ma première réunion avec FAMN, donc je suis vraiment nouveau dans ce secteur. Moi, je viens d'un autre projet européen. Et donc, je vais essayer de faire quelque chose de très succinct, d'autant plus que j'ai dû changer très récemment ma présentation. Et pour laisser la place plus à des questions, pour me permettre d'être plus orienté dans le bon axe de discussion. Alors, je partage mon écran tout de suite. Donc, à la base, j'avais prévu de vous parler de My Smart Life, qui est un projet de l'ancien programme cadre de H2020, dont je suis le coordinateur. Je vais légèrement réorienter pour quand même partir de là, mais très rapidement, et montrer en quoi, donc c'est une lecture que je propose, la mission ville peut être une continuité, bon, même un élargissement beaucoup plus grand. Donc très rapidement, pour représenter My Smart Life, c'était un projet de H2020 avec donc 2016-2021, alors qui s'est terminé en 2022 parce qu'avec la pandémie, on a eu une prolongation. Donc 3 villes phares, c'est Hambourg, Helsinki et Nantes. Alors je passe rapidement les chiffres. On avait un consortium nantais d'une dizaine de partenaires.
Donc, je vais très vite. Parce qu'au début, je pensais qu'il fallait présenter MySmartLife. Donc, c'était voilà, un ensemble d'actions dans l'énergie, un ensemble d'actions sur la mobilité, un ensemble d'actions sur le numérique. Bon, c'était les thématiques de la Smart City. À l'époque, il y avait, je pense, vraiment une culture, on peut dire, Smart City. On parlait de transition énergétique, numérique. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une grille de lecture un peu plus systémique, holistique. On parle peut-être de transformation écologique. Donc on voit qu'on intègre un peu plus les dimensions ensemble et peut-être que ça se traduit justement dans l'évolution dont on parle avec les missions, justement ce que tu disais Mathieu au tout début. Dans cette perspective, donc rapidement quelques takeaways de ce projet. Alors j'appelle ça un projet de territoire. C'est un projet qui a vraiment la chance d'être catalyseur. Un peu comme dans une réaction chimique, la réaction chimique est déjà là, mais on vient vraiment la catalyser. Il y a un peu cet aspect-là sur MySmartLife. Mais aussi très complexe. Et après, je voulais parler d'autre chose, mais là, je vais les zapper. Les enjeux de la communication. Alors, je passe, et je passe. Voilà. Avec le retour principal que je voulais faire et enchaîner sur Mission Ville, la difficulté de bien préparer. Alors sur ce projet-là, on était sur un projet de démonstration de solutions innovantes. Donc ce qui était vraiment attendu, c'était des solutions à impact. Par exemple, un grand bus de 24 mètres de long à double accordéon. Vous avez peut-être vu dans la presse que Nantes a eu un prix récemment là-dessus. On est sur des mises en œuvre très impactantes et qu'on doit déjà proposer dans la réponse d'un dossier 5 ans, 6 ans en amont. Et donc évidemment, le moment où on le met en œuvre, il y a toujours en 5 ans le temps que des choses se passent. Donc c'était une des difficultés du projet. Et peut-être un des intérêts de la mission Ville, donc j'y arrive très très vite, hein, je vais être très court dans ma présentation, c'est peut-être d'avoir ce focus un peu plus stratégique pour parler d'un enjeu beaucoup plus global qui est donc évidemment la neutralité carbone. Alors bon, j'ai fait quelques petites animations. Moi, je pars de ce constat, donc toujours avec cette vision qui est peut-être la mienne, d'un projet un peu global, mais du coup complexe, aussi un peu incertain. Et donc, c'est cette perspective que je voulais donner, peut-être retrouver le rôle du consortium, avec vraiment des rôles à jouer. On est sur des projets de territoire, donc où l'acteur public, évidemment, ne peut pas faire seul. Donc, on doit évidemment conjuguer ses forces ensemble, d'où l'intérêt d'un consortium. Et puis là, on parle d'une approche qui est stratégique, avec ce qui avait été présenté. Et je vais revenir dessus, je crois, juste après. Ah oui, donc je parle d'abord du consortium. Alors, c'était pour présenter rapidement le consortium nantais qui a co-signé la lettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va travailler qu'avec ces acteurs. Mais c'était pour une première version, pour montrer un engagement du territoire sur à la fois les aspects stratégiques de l'écologie, mais aussi les approches d'innovation et de recherche évidemment intégrées. On a voulu associer largement de cette manière-là des partenaires proches. L'idée évidemment, c'est d'aller sur des gouvernances collectives plus tard. Alors là, c'est un tableau que j'ai rajouté très rapidement ce matin. Il devait arriver un tout petit peu plus tard. Donc je commence la structure de la réponse. C'est donc d'abord une lettre d'engagement qui est donc signée par ce consortium et évidemment la maire présidente de Nantes Métropole. Et c'était là que je voulais que le tableau arrive. Parler de l'inventaire des émissions. La neutralité carbone, c'est assez complexe quand on regarde dans les chiffres. Et donc ce tableau, je voulais simplement montrer ce que ça pouvait signifier pour le territoire de Nantes Métropole sur une des études qu'on a faites en appui de cette stratégie. Alors je regarde l'heure, il est 11h30, j'ai jusqu'à 35 Mathieu, c'est ça? C'est ça, mais pas de souci, on peut être flexible. Bon, alors c'est juste pour donner des ordres de grandeur, puisqu'on est évidemment sur une première estimation, pour dire que si on voulait l'atteindre, alors c'est 2 propositions de stratégie. Il y en a une où on maximise le NR, et en allant au maximum de la capacité possible, par rapport à 2018, ça veut dire d'ici 2030, 600% en plus, et donc qu'on doit quand même réduire l'énergie. Et si on est sur une approche où on maximise la sobriété, évidemment dans l'ordre du possible, on ne peut pas simplement couper le courant, on voit qu'on est quand même dans des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants et il reste un peu moins de 10 ans.
Donc c'était simplement pour mettre un petit peu l'inventaire du territoire. Alors, évidemment, il y a des approches intermédiaires, hein. Là, c'était simplement pour montrer un peu des extrêmes. Donc, dans la réponse, évidemment, c'est aussi pour ça que je le fais sous la forme d'une histoire. Il y a toujours une histoire du territoire, et donc ça s'intègre dans les politiques actuelles, mais aussi ce qui hérite des politiques précédentes. Donc ensuite, évidemment, préciser l'ambition de la neutralité carbone. Alors pour Nantes Métropole, donc et c'est là on reboucle avec l'histoire. Il y a 3 ans, on a été capitale européenne de l'innovation sur l'innovation sociale, donc plutôt non technologique, et c'est un petit peu la marque de fabrique peut-être, ou une des marques de fabrique du territoire, avec cette approche sur le dialogue citoyen. Et donc c'est à nouveau cette coloration qu'on a choisi d'adopter. Évidemment qu'il y a des enjeux techniques pour atteindre la neutralité carbone, mais dans la manière de faire, je pense que chaque territoire aura un petit peu sa coloration, et celle de Nantes Métropole, c'est plutôt sur les modes de faire, comment inciter et avoir par exemple, on pourrait imaginer décliner les défis famille à énergie positive qu'on connaît peut-être en défis famille neutre en carbone. Donc évidemment, partnerships, on en a parlé. Donc des aspects évidemment financiers, ça c'est une partie assez difficile. Comment on finance un budget carbone, peut-être que c'est des choses qui sont assez nouvelles aussi à mettre en œuvre. Gouvernance, barrières, risques, bon, je passe là-dessus. Alors c'était ça que je voulais rappeler, mais donc ça a été rappelé au début, donc c'est bon. Donc oui, fin mars, on a compris qu'il y aurait d'abord 30 premières villes et 70 suivantes. Bon, nous, on espère simplement être dans les 100, et si on est dans les 30 premières, c'est encore mieux. Alors, c'est des slides que j'ai intégrés ce matin rapidement, encore une fois, navré pour la présentation qui contraste. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est le rôle de catalyseur à nouveau, c'est-à-dire un scénario lauréat où évidemment, au travers du Climate City Contract, où il y a vraiment une mise en œuvre de cette gouvernance, mais mettre aussi le focus sur le scénario non lauréat. C'est-à-dire que pour répondre à cet appel à projet, on mobilise un territoire et le territoire se mobilise aussi de lui-même avec nous. Il y a une sorte de relation de confiance qui se fait. Et c'est aussi une dynamique que nous soyons retenus ou pas, est très encourageante pour continuer. Et de toute façon, et c'est ça que j'avais dans la slide précédente à la fin quand je parle du PCAET, le plan climat et énergie territorial, l'appel à projet neutralité carbone est aussi aligné avec nos politiques publiques. Donc cette dynamique territoriale que l'appel à projet a forcé à mobiliser de façon plus forte et plus rapide, c'est de toute façon une dynamique qu'on souhaite engager sur le territoire. Donc ce rôle catalyseur à nouveau qu'on retrouve du projet européen. Je finis là très rapidement en disant que la prochaine étape sont évidemment fin mars pour les résultats, mais nous avons aussi la chance d'accueillir le sommet Climate Change à Nantes dans notre cité des congrès le 7-8 mars. C'est aussi le rendez-vous, d'ailleurs, ID4Car, nous sommes ravis que vous vous y joigniez aussi. C'est le rendez-vous qu'on a donné à nos acteurs, mais aussi à toute personne qui souhaite venir, pour venir justement se voir de vive voix et commencer aussi ce dialogue. Je crois que j'ai terminé. Alors, je mets juste mes coordonnées si besoin, mais comme on a dit, les présentations, vous les aurez. Et je ferme ma présentation. Voilà, merci. J'espère que c'était clair. Parfait, merci beaucoup Guillaume, c'était très clair, ça répondait parfaitement à l'ordre du jour de la réunion, donc c'est parfait. Je reviens à mon tour sur ma présentation. Donc concrètement, ces 2 présentations de Robin et de Guillaume, donc elles nous donnent un certain nombre d'éléments sur ce qui compose la phase amont de la mise en œuvre de la mission ville et même le début de la mise en œuvre de la mission ville. Et en découle de cette mission ville un certain nombre d'opportunités de financement, donc adressées d'une part aux villes qui se sont positionnées sur l'appel à manifestation d'intérêt qui a été présenté juste avant, et d'autre part s'adresse à l'ensemble des acteurs innovants présents sur les territoires des villes qui se sont positionnées sur l'appel à manifestation d'intérêt.
Donc, ces opportunités, elles se scindent en deux appels à projets. L'un étant actuellement ouvert. Il est ouvert depuis le 11 janvier 2022. Il restera ouvert jusqu'au 26 avril. Il totalise un budget indicatif global de 117 millions d'euros pour 5 topics. 5 topics, et je vais les présenter juste après donc concrètement, seulement trois véritables appels à projets. Et le deuxième appel, il sera ouvert à partir du 28 avril 2022. Il restera ouvert jusqu'au 6 septembre 2022, avec un budget un petit peu plus réduit par rapport au premier, d'un total de 42 millions d'euros. Mais ça s'explique parce qu'il y a par le fait qu'il y ait qu'un seul topic. Donc, concernant la composition des consortia attendus par la Commission européenne sur ce dispositif, donc les consortia ils devront être composés d'au moins 4 villes dites chefs de file, donc qui devront provenir de différents États membres ou pays associés et qui accueilleront notamment des Living Labs. Également, ils devront être composés de 4 villes suiveuses, dites suiveuses. Et donc, à ce niveau-là, ça pourrait impliquer des autorités locales responsables, les fournisseurs de services de transport notamment, qui seront présents dans le consortium pour mettre en œuvre un certain nombre d'innovations. Et donc, simplement, point important à noter, pas de nécessité d'avoir répondu à l'AMI de janvier 2022 pour se positionner sur ces calls. Donc, sur le premier call, donc composé de 5 topics, je vais commencer par présenter le premier topic, donc, qui est consacré à la planification urbaine et à la conception. Donc, c'est un call TRL3, donc de 35 millions d'euros pour au moins trois projets financés. Je reviens pas sur la deadline. Donc, l'objectif globalement de ce call, ça sera de soutenir des zones urbaines à travers l'Europe. Toujours, et ça sera un petit peu une constante dans tous les calls, toujours en tenant compte de la diversité socio-économique, géographique des différentes villes européennes, avec un souci de représenter toute cette diversité dans les consortia. Et ensuite de déployer des solutions et des mesures qui viseront in fine à atteindre la neutralité climatique globale, la durabilité, la résilience globalement, hein, l'ensemble des objectifs globaux de la mission ville. Et donc, en termes de scope, et je ne vais pas détailler plus que ça parce que ça concerne des sujets d'urbanisme et de conception, mettre en œuvre un certain nombre de réglementations en matière notamment de construction. Donc, je passe directement au call 2, donc, sur lequel je vais donner un petit peu plus de détails, notamment parce qu'il est, et en particulier parce qu'il est consacré au transport public, donc sujet qui pourra intéresser, intéresser un certain nombre d'entre vous en tant que membre de l'écosystème mobilité. Donc, transport public qui est présenté d'emblée dans le titre du topic comme l'épine dorsale de la mobilité urbaine. Donc, ce call, c'est un Innovative Action, donc TRL3 comme le précédent, un budget de 40 millions d'euros pour au moins 3 projets financés. Concernant les objectifs de ce topic-là, donc il s'agira d'une part d'augmenter l'adoption de solutions innovantes en matière de transport public, avec un souci de reproductibilité, de pouvoir redéployer ces solutions qui seront élaborées dans les Living Labs à une échelle plus grande par la suite.
Par ailleurs, toujours cette idée d'inclusion, cette fois-ci des zones périurbaines et des banlieues, et puis cette idée de, par le biais de solutions innovantes, rendre les transports publics plus attrayants, notamment parce que plus accessibles et plus sécurisés pour les usagers. En matière de scope, les propositions dans le cadre de ce topic, elles pourront explorer un certain nombre de champs d'action, notamment premièrement des mesures incitatives et attractives qui notamment seront attendues au niveau des villes et des métropoles. Des mesures plus douces également qui relèveront davantage du marketing, de l'information en temps réel, éventuellement de campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, il s'agira d'aborder de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux dans lesquels et au travers desquels les fournisseurs de transport public et fournisseurs de mobilité partagée notamment coopéreront pour offrir des solutions in fine toujours plus en phase et toujours plus proches des besoins réels des utilisateurs. Seront également et pourront également être abordés des sujets tels que l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, le calcul haute performance également avec cette idée d'utiliser l'innovation digitale et les data pour toujours, comme je l'ai dit dans le point précédent, euh, modeler et façonner les solutions toujours plus en phase avec les comportements réels des utilisateurs, leurs besoins réels, leurs attentes réelles. Également, un point qui peut être intéressant et qui sera attendu dans les propositions, c'est la capacité inutilisée des véhicules de transport public pour d'autres usages, des usages tels que, par exemple, le transport de marchandises. En somme, l'idée d'utiliser la capacité inutilisée des véhicules de transport public, des bus par exemple, pour transporter des marchandises en plus de transporter des usagers. Et enfin, ben, je l'ai dit tout à l'heure, toujours cette notion d'équilibre géographique approprié à travers l'Europe. Voilà, je le rappelle, c'est une constante hein, pour ces calls. Je passe très rapidement sur ces deux topics-là. Le premier, c'est le Framework Partnership Agreement, qui est le cadre, qui est l'idée d'établir de signer un accord, un accord cadre pour la collaboration dans le cadre du développement de la Mission Platform. Et le second topic, c'est un appel consacré au quartier spécifiquement. Donc de TRL2, de budget 40 millions d'euros pour au moins 3 projets financés. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre à grande échelle des quartiers à impact écologique et énergétique le plus neutre possible, avec vraiment ce focus sur l'échelle du quartier. Et enfin, le dernier topic, c'est un CSA et l'idée au travers de cette CSA, ça sera de mettre en place une plateforme mondiale d'échange et de connaissances sur les voies de réduction des émissions pour les environnements urbains, pour les villes. Et l'idée globalement hein, dans cette CSA, ça sera toujours d'intégrer le plus large éventail possible d'acteurs urbains européens d'une part et aussi internationaux et de faciliter l'échange de bonnes pratiques, l'échange bilatéral sur les innovations en matière de mobilité urbaine d'une part et puis d'innovation pour rendre les villes plus neutres d'un point de vue climatique. Donc ça me mène directement au call 2022.
que je vais essayer de détailler un petit peu plus que les précédents, notamment parce qu'on a, pour vous, acteurs innovants de l'écosystème mobilité en France, étant donné le calendrier, c'est le call sur lequel vous aurez le plus de temps pour vous préparer, éventuellement vous positionner si vous percevez des points d'intérêt. Donc c'est un call de TRL 4, budget 42 millions d'euros pour au moins 4 projets financés. La deadline a une petite coquille sur la slide, mais la deadline c'est en septembre et l'ouverture le 28 avril. L'objectif de cet appel, ce sera de soutenir les autorités locales dans l'accélération des changements en matière de mobilité et au-delà de ça, de répondre à une préoccupation importante qui est de savoir finalement comment les personnes appréhenderont leur usage des transports publics en reprenant le chemin du travail dans un contexte particulier qui est le contexte post-crise sanitaire, qui a un petit peu, je dirais, remodelé l'approche qu'on peut avoir des transports publics. Euh, c'est perceptible un petit peu partout, mais surtout dans les grandes métropoles. Voilà, des grandes métropoles dans lesquelles on a eu tendance, en tant qu'usager des transports publics, à peut-être se détourner de ces modes de transport traditionnels que sont les métros, les transports en commun, et d'aller vers des modes de transport un petit peu moins traditionnels, je dirais, comme les mobilités douces, le vélo par exemple, et donc de réadapter les espaces urbains en fonction de ces changements d'habitude. Donc voilà, hein, globalement, le scope de cet appel, ça sera d'une part, d'utiliser et c'est un petit peu ce que j'ai dit sur un précédent topic, d'utiliser les données et les innovations digitales pour percevoir des tendances en matière de comportement des usagers concernant leurs habitudes de mobilité, et notamment de s'intéresser tout particulièrement à ce qui est présenté par la Commission européenne comme des usagers vulnérables, donc les vélos et puis tout ce qui est trottinette électrique, et voir les piétons. Euh, deuxième point, ça sera d'essayer au travers des projets qui seront menés dans le cadre, dans le cadre de ce call, des orientations aux villes et plus largement aux États membres, aux pays associés, sur la manière d'intégrer systématiquement la dimension usagers vulnérables dans la planification des infrastructures. Donc ça reprend un petit peu ce que je disais sur le point précédent. Par ailleurs, il sera intéressant dans les propositions d'aborder des solutions adaptées pour l'avenir en matière de résilience, de sécurité, d'accessibilité des infrastructures. Et enfin, dernier point, il s'agira d'essayer d'évaluer l'efficacité des mesures proposées et être certain, au travers du travail qui sera fait dans le cadre du projet, d'être bien en phase avec les attentes réelles des usagers en fonction de leur comportement et de l'évolution de leur comportement en matière d'habitude. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapidement le tour des différents calls qui sont proposés dans le cadre de la mission ville.
Pour aller un petit peu plus loin, si vous avez besoin de davantage d'informations, on a, comme vous le savez, un site internet français consacré à Horizon Europe, donc qui a été mis en place par le MESRI. Le programme de travail complet de la mission ville est également disponible via le lien que j'ai mis sur la slide et des slides que je vous ferai suivre juste après. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter la représentation FAMN à Bruxelles, en l'occurrence moi-même. Je vous ai mis mes coordonnées mail et téléphone sur la slide. Et si une idée de projet émergeait de votre côté, on vous conseille le plus rapidement possible de vous tourner vers votre pôle de compétitivité qui saura vous accompagner dans l'affinement de votre idée de projet et puis dans la constitution du consortium et dans le montage de votre projet. Donc pour ça, je vous ai mis les coordonnées des directeurs, des différents directeurs Europe des pôles de compétitivité. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé de mon côté. Il me semble qu'on est à peu près dans les temps. Donc j'ai plus accès au chat hein, parce que je me suis mis sur la présentation d'écran. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les reposer oralement. Je vais essayer de voir ça. Alors, donc, a priori, il n'y a pas de questions particulières dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, si vous souhaitez clarifier un point ou un autre. Sinon, s'il n'y a pas de questions particulières, j'imagine que... Mathieu, si je peux me permettre, Ouais. c'est Robin, je voulais simplement préciser, je crois qu'il est important qu'on unisse un petit peu nos forces, c'est un peu l'esprit de ce qu'a voulu faire le MESRI et le MTE en créant ce groupe miroir DUT et ville. Donc simplement, je signale que donc le CEREMA, comment dire, et donc on est dans cette logique-là. Donc et on cherche à aussi nous renforcer avec l'UGE et de faire ça de conserve. Donc n'hésitez pas, si on peut aider à mettre en place cette dynamique de coordination de manière à renforcer la présence française en tant que lauréat de ces différents calls, on sera ravis de pouvoir contribuer. Merci Voilà, Robin pour cette remarque. On partage évidemment cette vision au niveau de FAMN, des pôles de compétitivité notamment. S'il n'y a alors, pas il y a une d'autres... question, Ouais, il y a une vas-y. question de Pierre Moras. Est-ce que l'équipement de bornes électriques à charge lente peut être utile dans le cadre de ces missions pour les villes françaises? Est-ce que cela rentre en compte dans les projets de mobilité propre bas carbone? Moi, je ne sais pas répondre à cette question, Mathieu. Alors, je repasse en revue un petit peu les différents calls, mais il ne me semble pas que ça puisse... il faudrait creuser le détail des calls, mais moi, c'est pas un sujet que j'ai vu. Je pense que voilà, on l'aurait mis en avant si c'était le cas, sachant que les bornes, c'est aussi un sujet qui nous intéresse. Globalement, sur la thématique mobilité, le gros sujet, c'est le sujet transport public au niveau de ce call numéro 2 2021. Et sur celui-là, on est plutôt focalisé sur le call 2022, on est plutôt focalisé sur les mobilités douces. Euh,
Voilà, Tu donc peux à nous ce remontrer le call de septembre, juste Mathieu, 30 secondes, ouais, s'il te je suis plaît. dessus là. Hop, deadline 26/04. Hein. Non, voilà, c'est une petite erreur. Deadline, non, c'est Ah bien d'accord, pardon. septembre. Non, et puis c'est moi qui il y a tellement de calls que mon cerveau n'arrive plus à associer le bon call avec le bon deadline. Des données sur le comportement, des orientations sur la matière intégrée, la dimension des usagers vulnérables, adaptés, résilience, sécurité, accessibilité. Après, la notion d'infrastructure est quand même mentionnée dans le scope. La notion, Euh, oui, ça peut être vraiment en deuxième rideau. Ça ne sera pas en première instance, mais ça peut être en deuxième rideau dans le volet accélération des changements de mobilité. Donc effectivement, si on veut faire de l'électrique, si on veut avoir des mobilités douces, si, bah, comme je dis toujours, il y a cette couche-là, qui est la couche des comportements des mobilités, la couche de l'infrastructure, de l'urbanisme, de la voirie, des conflits, des trucs, des machins, et plus la couche sociale. Mais il y a quand même deux couches qui feront que ça va fonctionner ou pas. C'est la couche numérique, data, gestion des systèmes, et la couche énergétique. Parce que si on n'a pas de la collecte de données, du transfert, de la programmation, des choses comme ça, des dashboards, du MAS ou je sais pas quoi, ben, ça va faire un gloubi-boubla de mesures. Et si on n'a pas une couche énergétique qui est pile poil, ben, on va avoir des trous dans l'approvisionnement. Donc je ne sais pas à quel niveau, mais ça on vérifiera, on fera des allers-retours avec le Pinville, avec effectivement le CEREMA pour valider des hypothèses. Mais je pense qu'il peut y avoir de manière transversale, d'une façon ou d'une autre, la couche énergétique et la couche numérique. Mais à vérifier, Pierre. Oui, tout ce que tu disais sur mesurer la consommation de l'énergie, voilà, ça peut être efficacité énergétique et ça peut même remonter à la couche data là-dessus. Donc, on va fignoler là-dessus pour voir ces couches numériques et data, à quel niveau on peut les intégrer. Je ne sais pas si je peux compléter sur Oui, cette réponse. Bien sûr. J'ai pas l'approche projet européen, j'ai plus l'approche ville. Et de mon point de vue, c'est que une simple borne de recharge seule, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, elle prend vraiment son sens quand elle est intégrée dans quelque chose de plus global. Et donc, une prise de recharge lente va être pertinente peut-être si elle est prise en compte dans un système ou un lieu précis, on développe un certain aspect énergétique et aussi un certain type d'usage. Et peut-être que si on travaille sur un hub multimodal, par exemple, où le but c'est justement d'amener des P plus R avec une logique d'ombrière. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais ma sensation c'est qu'en fait c'est des choses qui sont pertinentes quand elles sont dans le bon usage ou le bon endroit et le bon système. Et que je reçois beaucoup d'entreprises qui me contactent avec une solution et souvent seul, ça ne fait pas grand-chose. Mais quand on trouve, je travaille à la mission territoire d'expérimentation et en fait l'expérimentation, c'est souvent cette rencontre entre une solution mais aussi un lieu d'usage ou un lieu de mise en œuvre. Ouais, rien à rajouter, d'où l'importance des consortiums locaux aussi. Deux questions, parce que si tu vois toujours pas tes… Je les vois désormais. Tu les vois maintenant ? J'ai vu qu'il y avait Bon, une d'accord. question de Jérémy François sur la place éventuelle des opérateurs de mobilité partagée dans l'un ou plusieurs des calls qui ont été présentés. J'insisterai sur le call 2022 qui couvre la notion de mobilité urbaine durable et notamment des nouveaux modes de mobilité. Donc, je pense qu'un opérateur qui travaille sur les trottinettes électriques notamment aura pleinement sa place dans un consortium sur ce call-ci. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième question que tu évoquais, Robin. J'en vois pas de deuxième de mon côté. Donc on a peut-être fait le tour des questions. Pardon, j'étais coupé. Il y a la question de Pierre Moras, mais nos prises permettent de mesurer la consommation d'énergie à la minute. Est-ce que ça peut être considéré comme efficacité énergétique ? Enfin, tu as répondu, je crois, là-dessus. Ouais, dans le volet data, oui.
sans doute pas, mais dans le cas d'une solution globale, oui. C'est Et ça. je crois que c'est tout. Il y a les opérateurs privés de mobilité partagée, mais je crois que tu as répondu aussi. Ok, bah c'est parfait. Alors, si on a fait le tour des questions, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, évidemment, je suis à votre dispo par mail. On est également tous au niveau au niveau de mes collègues des pôles de compétitivité à votre disposition, par mail pour vous éclairer si besoin. Donc, on est quasiment parfaitement dans les temps. Donc, je vous propose de clore la réunion D'accord. ici. Je vous remercie tous pour votre attention, pour votre participation, pour vos questions. J'espère que ça aura été utile, que ça donnera des idées à certains pour se positionner sur ce dispositif novateur et ambitieux proposé par la Commission européenne en matière de mobilité urbaine. Et voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Merci Mathieu pour cette opportunité. Merci. À Et bientôt. merci Guillaume de s'être rencontré en visio. Merci, oui, une première. Bonne journée. Merci, À au bientôt. revoir. Merci, au revoir. Oh, tu peux nous envoyer le support assez vite, Mathieu? Ouais, je vous envoie le support d'ici cet après-midi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.